distorsion et il va falloir impérativement rectifier ça lors de la prochaine étape. Concernant votre manche, il est plutôt très fin pour l'instant, offrant une prise en main un peu précaire pour une arme de cette envergure. Il va très certainement falloir y ajouter du volume et de l'épaisseur pour les tests dynamiques. Mis à part ça, c'est un très beau travail de forge. Brandon incline la tête. Merci, dit-il. Enfin, Matt présente son Scramasax rustique au dernier membre du jury. C'est votre lame, Matt. Le juge la soupèse et l'observe avec intérêt. Ce que j'aime particulièrement dans votre lame, commence le juré, c'est sa forme très agressive. Très fidèle à l'esprit des armes nordiques anciennes. Mais le manche actuel est particulièrement imposant. Presque disproportionné par rapport au reste de la structure. Si jamais vous accédez à la prochaine étape de la compétition, il faudra bien vous assurer d'y remédier rapidement pour que la prise en main soit la plus optimale et sécurisante possible lors des frappes. Votre lame est déjà jolie en l'état actuel et le travail de nettoyage est très propre malgré vous. Déboire avec le papier. Bravo. L'animateur reprend la parole pour annoncer le moment difficile de l'élimination. Mesdames, messieurs, vous pouvez déjà être tous très légitimement fiers du travail accompli au cours de ces 3 heures. Intense. Mais le règlement est strict, et celui ou celle qui doit quitter la forge dès maintenant est Dottie. Votre lame n'est malheureusement pas de taille face à celle de vos concurrents directs. Et Jeb va vous expliquer en détail les raisons techniques de ce choix. Le juge Jeb s'adresse à elle avec respect. Dottie, vous avez fait preuve d'un courage exemplaire et vous n'avez jamais rien lâché. Même quand la machine vous impressionnait. Mais au bout du compte, votre lame est celle qui est restée la plus brute et qui nécessite le plus de retouches structurelles majeures pour devenir une arme fonctionnelle. Voilà la raison précise pour laquelle vous partez aujourd'hui. Dottie hoche la tête avec fair-play. Je comprends parfaitement, dit-elle. L'animateur conclut avec chaleur. Dottie. Merci d'être venu de Californie pour nous montrer de quel bois vous vous chauffez à la forge. Mais la compétition s'arrête malheureusement ici pour vous. En quittant les lieux, Dottie partage ses impressions avec une belle maturité et un optimisme contagieux. Je vais quitter la forge aujourd'hui, confie-t-elle face caméra. Je comprends tout à fait la décision logique du jury, leurs arguments sont indiscutables. Je suis forcément un peu triste de partir si tôt dans l'aventure. Mais c'est déjà une grande et belle victoire personnelle pour moi d'avoir réussi à surmonter mon stress et à présenter une lame entière et trempée dans les temps impartis. Je pars dès la première épreuve. Mais il n'y a aucune chance que cela me démotive pour autant dans ma passion. La seule et unique façon de progresser et de s'améliorer, c'est de continuer à forger encore et encore. Et c'est exactement ce qui me rend heureuse au quotidien. L'épreuve du manche bicolore. De retour dans l'atelier. Les 3 candidats restants se rassemblent pour écouter les consignes de la deuxième manche. L'animateur les accueille avec enthousiasme. Messieurs, bravo à vous 3 d'avoir réussi à accéder à la deuxième épreuve de cette compétition de haut niveau. Il s'agit maintenant de transformer votre lame signature en une véritable arme fonctionnelle, prête au combat, et de corriger impérativement ses éventuels défauts géométriques ou d'alignement signalés par le jury. Avant de vous y atteler de toutes vos forces, voyons ensemble les matériaux spécifiques mis à votre entière disposition pour cette épreuve. Vous aurez un accès total et illimité à la réserve de bois et de métaux qui se trouve juste ici. Il y a cependant une contrainte réglementaire stricte et obligatoire pour cette manche. Ajoute l'animateur. La seule contrainte est que votre manche soit obligatoirement bicolore. Nous vous demandons d'intégrer de manière visible 2 couleurs distinctes sur chaque côté du manche. De votre couteau. Le revêtement de protection ou le vernis, lui, ne compte pas dans ces 2 couleurs. Lorsque vous remettrez votre couteau finalisé au juge, ils les soumettront d'abord à un test de résistance impitoyable sur des pogostiques en acier, puis à un test de tranchant chirurgical avec la découpe de tubes en caoutchouc. Attention, vous ne disposerez que de 2 petites heures pour accomplir cette épreuve complexe.
Et le chrono commence maintenant. Dans la cabine. Les juges discutent des meilleures options techniques pour relever ce défi esthétique et structurel. Comment vous vous y prendriez à leur place pour réaliser proprement ce manche bicolore dans le temps? Imparti, demande l'un d'eux. Le premier expert répond instantanément. Il faut impérativement opter pour une soie pleine sur la lame. On prend les matériaux de couleurs différentes qu'on veut. On perce un trou propre au centre pour les rivets. On étale généreusement sa résine époxy. On applique une forte pression mécanique dessus avec des serre-joints, et basta, le tour est joué. Henri, de son côté, aborde cette manche avec une certaine sérénité. J'ai la chance immense de ne pas avoir à rectifier grand-chose sur la géométrie de ma lame lors de la première manche, se réjouit-il. Je peux donc prendre tout le temps nécessaire pour construire correctement et solidement mon manche. Bicolor. Je profite activement du temps où la résine colle entre mon bois rouge exotique et mon érable blanc. Sèche pour retravailler les derniers détails de l'émouture. Les juges observent les mouvements des autres candidats sur leurs établis respectifs. On dirait bien que Matt met judicieusement en application ton conseil de réduire la longueur de ça. Soit pour gagner du poids, remarque un expert. Son collègue acquiesce. Un couteau dont le manche n'est pas parfaitement équilibré ou mal fixé. C'est un couteau dangereux pour l'utilisateur, c'est aussi simple et pragmatique que ça. La soie d'origine de Matt était vraiment trop longue et lourde. Il peut facilement en retirer un gros morceau superflu et tout de même avoir bien assez de matière. Scène pour repasser ensuite à la meuleuse et obtenir un joli manche ergonomique et bicolore. Pendant ce temps, Brandon rumine les remarques de la première manche et ressent la pression monter. Les copains du jury m'ont dit que mon manche d'origine était beaucoup trop fin pour mon copie et ça me met un petit coup de pression supplémentaire pour cette manche, avoue-t-il. Il faut absolument et par tous les moyens que je lui donne de l'épaisseur et du corps pour amortir les chocs. Et pour accomplir cela, j'ai décidé d'utiliser des intercalaires en cuir épais. J'en glisse une couche de chaque côté de la soie, entre mon métal et mes plaquettes de bois bicolore. Cependant, il se heurte rapidement à une difficulté technique majeure en essayant d'assembler le tout. J'essaie de percer ma soie en acier trempé avec la perceuse, mais rien n'y fait. Le métal est trop dur. La mèche en carbure ne parvient pas à faire un trou propre, elle glisse et chauffe. Mais pas d'inquiétude inutile, j'ai immédiatement un plan B en tête pour sauver la situation. Mon plan de secours absolu, c'est de percer ma soie directement au chalumeau en chauffant localement le point de perçage pour adoucir le métal très vite. C'est bien plus rapide et expéditif qu'avec une mèche classique. C'est une manière très efficace et traditionnelle de préparer sa soie à accueillir des rivets de fixation, si on sait s'y prendre sans gâcher la trempe du reste de la lame. Et en plus de ça, c'est plutôt sympa et spectaculaire à faire à l'atelier. La tension monte. Pendant que Brandon s'occupe de ses rivets, il doit également s'attaquer au redressement de sa lame tordue. Brandon tente de redresser sa lame au marteau après l'avoir chauffée localement. Dans cette opération délicate, il ne peut absolument pas se permettre de sacrifier beaucoup d'acier au meulage. Donc il se rabat logiquement sur la solution thermique du chalumeau pour redonner de la rectitude au metal. Ce n'est cependant pas l'idéal en termes de timing quand il ne reste plus que 90 minutes au chrono de l'épreuve. J'attrape les serre-joints et j'essaie tant bien que mal de redresser l'axe. Explique Brandon en sueur. Après quelques efforts horizontaux, le résultat est encourageant. Ma déformation majeure est corrigée en grande partie. Et pour le reste des petites imperfections, il y a la meuleuse de